Laurence Boudin, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, une étude consacrée à une aventurière du quotidien que tout le monde connaît si on prononce son prénom, Martine. C'est une étude, une analyse passionnante à lire que vous publiez dans la collection La Fabrique des héros aux impressions nouvelles. Alors, ma première question est sur ce qui a amené Laurence Boudin à s'intéresser aujourd'hui à ce portrait d'un personnage aussi étonnant, aussi éternel, aussi universel que Martine. Alors, je dirais qu'il y a la conjonction de deux facteurs. Il y a un premier facteur qui est un peu celui du hasard ou de la chance. C'est-à-dire que je connaissais la collection La Fabrique des héros. J'avais déjà moi-même lu certains des ouvrages qui étaient parus. Et puis, en croisant l'un des deux directeurs, Tanguy Abran de la collection, donc Tanguy Abran pour ne pas le citer, je lui dis « Ah, mais tu sais, je trouve ça formidable ce que vous faites, mais il me semble que ça manque quand même de filles. » Parce que jusque-là, Barbarella n'était pas encore sortie, elle est sortie dans l'entrefaite. Et au moment où je lui en parle, il n'y avait encore que des héros masculins. Et un peu par boutade, il me dit, mais propose quelque chose. Je dis, mais tu sais, il y en a plein des héroïnes, par exemple Martine. Et en fait, Martine est revenue, et c'est là que je parle de deux facteurs. Je pense que Martine est revenue en fait du fin fond de ma mémoire d'enfant, de jeune lectrice. Et que donc, un peu mise sur la sellette comme ça, de vite donner un nom d'une héroïne populaire qui pouvait rentrer dans la collection, eh bien c'est elle qui m'est venue en tête. Et je pense que c'est pas un hasard, puisque j'étais moi-même, si pas une lectrice complètement fan de Martine, j'étais quand même une lectrice de Martine. J'ai lu des albums et surtout relu beaucoup d'albums de Martine étant enfant. Et donc ça a bercé finalement mes premières lectures. Finalement, ce que vous racontez comme genèse de ce livre illustre bien combien Martine est un personnage hors du temps, hors de son contexte, et qui est une sorte de personnalité éternelle, comme ces personnages mythiques. Vous avez cité Barbarella, mais il y avait dans ces personnages de la Fabrique des héros, il y a parmi les masculins, il y a Maigret, il y a Sherlock Holmes, il y a tous ces personnages nés dans la littérature, mais qui nous appartiennent finalement. Oui, oui, je pense que Martine, justement, appartient à cette sphère, à cet univers des héros atemporels, ou en tout cas devenus atemporels. C'est plus compliqué que ça. Dans le cas de Martine, comme dans le cas de la plupart, je pense, des héros, ils sont quand même marqués à un moment donné par le moment de leur genèse, hein, le moment où ils apparaissent finalement dans la littérature. Et avec Martine, en effet, comment ce personnage évolue. Mais en tout cas, au bout d'un moment, ils sortent finalement du cadre du livre, stricto sensu, pour appartenir à notre mémoire collective et à notre patrimoine commun. Alors, encore une question sur la cuisine, je dirais, non pas de Martine, mais de Laurence Boudin. Vous avez donc relu, parce que vous remerciez une de vos amies qui vous a prêté C'est ma l'ensemble. nièce. C'est ma Ah, nièce. c'est votre nièce, Oui. pardon. Voilà, voilà. Et donc, elle vous a prêté les 60 albums et vous êtes plongé dans la lecture. Alors, comment avez-vous fait pour relire ces livres-là en sachant que vous aviez un contrat pour écrire un essai à propos de Martine et des albums? Je l'ai fait de manière empirique, je dirais. C'est-à-dire que je n'avais pas, enfin, j'avais bien quelques idées. L'idée de base que j'avais, c'était une question. Et ma question, c'était comment Martine, en tant qu'héroïne, pour la jeunesse, pour l'enfance, a-t-elle fait pour tenir le coup, finalement, autant d'années et être encore aujourd'hui populaire et lue? Donc ça, c'était, disons, la question de fond que je me suis posée dès le départ. Alors, quand j'ai commencé à lire, par contre, j'ai fait une lecture de manière, je dirais, très empirique, c'est-à-dire que j'ai essayé de repérer tous les éléments qui me semblaient pouvoir répondre à cette question. Et puis, je les ai classés. Je les ai classés en fonction voilà, des différents... Voilà, ça répond après aux différents chapitres, je pense, qui forment le livre. Ça a été après un classement plutôt de l'ordre, on va dire, je ne sais pas, thématique, appelons-le comme ça, avec quand même voilà, une étude un peu sociologique, hein, sans vouloir prétendre faire de la sociologie de la littérature.
C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu cette idée-là aussi qui m'a guidée, mais ça a été assez intuitif en fait. Et ça fait aussi partie, je pense, des consignes en quelque sorte on reçoit peu de consignes strictes euh, quant à la manière d'aborder le sujet de la part des directeurs de la collection, mais quand même, ils insistent sur le fait que ça doit donner lieu à la fin à un essai qui soit plus de l'ordre du suggestif ou de l'impressionniste, on dirait, plutôt que quelque chose de très académique, très savant. Donc, on essaie de se maintenir dans un... C'est sérieux, mais en même temps, ce n'est pas universitaire, ce n'est pas scientifique. C'est vrai, et je vous le confirme, ça se lit, les 13 chapitres qui sont très thématiques, mais qui suivent une certaine chronologie aussi, hein, une thématique qui s'entrelace avec une certaine chronologie. Les 13 chapitres se lisent comme on lit un album de Martine, je dirais. Donc, ils sont À peu courts, ils près, sont oui. clairs, et alors ils nous apprennent beaucoup de choses. Peut-être qu'on pourrait, on ne va pas les aborder tous les 13, mais peut-être les aborder à travers deux questionnements, deux interrogations. La première de ces questions est: il n'y a pas qu'une seule Martine. Celle de 1954 ne ressemble évidemment pas à celle de 2011. En revanche, il y a eu non pas une Martine du début, une Martine de la fin qui aurait évolué. Non, il y a plusieurs Martines. Comment est-ce que vous les décririez, ces différentes Martines? Oui, je crois que c'est une des forces d'ailleurs de la collection, de la série Martine, et ça répond en partie à cette question que j'énonçais il y a quelques minutes, hein, comment a-t-elle fait pour tenir aussi longtemps et être transmise de génération en génération? Je pense qu'une des réponses tient là-dedans, c'est-à-dire qu'on a à la fois la permanence d'un personnage, c'est-à-dire Martine continue à être identifiable à tout moment, toutes les époques, et si l'on prend un album du début, un album du milieu, un album de la fin, on reconnaît la fillette, et pourtant physiquement elle a changé. Mais cette évolution s'est faite de manière pratiquement imperceptible. C'est assez magique en fait, ce qu'a réussi à faire Marlier, parce que c'est son coup de crayon qui C'est le détermine. dessin, c'est le dessinateur. Marié est le dessinateur. Marcel Marlier, donc le dessinateur effectivement de toute la série. C'est assez magique et assez mystérieux finalement comment un personnage réussit à être identifiable alors que physiquement, et je vous jure que c'est vrai, physiquement, il change quand même. Et pourtant, on a l'impression d'avoir toujours la présentation de cette même fillette. Donc ça, c'est par rapport à l'évolution qu'il y a pu avoir, donc cette permanence finalement de Martine. Il y a une permanence aussi dans son caractère. Martine reste du début à la fin une petite fille bien élevée et en même temps très dynamique, une petite fille qui est respectueuse des adultes qui l'entourent, du milieu qui l'entoure, de l'environnement, et en même temps remplie d'idées, remplie d'initiatives, avec une énergie débordante et un dynamisme et un enthousiasme face à la vie qui ne fléchit pas tout au long des 60 albums. Pardon. Et en même temps, on a une évolution dans, je dirais, la manière d'être au monde de Martine, qui entre en adéquation avec un tout léger décalage, mais ça c'est propre à la littérature de toute façon pour l'enfant, c'est qu'il y a souvent, enfin, très souvent un très léger décalage par rapport au changement de la société. Martine évolue quand même par rapport à cette société tout en restant complètement à l'abri des évolutions négatives de cette même société. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, puisqu'on a à la fois une permanence et en même temps un tas de micro-changements, je dirais, qui sont assimilés par le personnage. Est-ce qu'une des raisons peut-être aussi de cette permanence du personnage en tant que tel ne vient pas aussi du fait qu'elle est sans arrêt à l'abri de l'environnement dans lequel les auteurs, le dessinateur surtout, et le scénariste, je dirais, et Delahaye qui écrit les textes, est-ce que ce n'est pas parce que, quels que soient les événements dans lesquels il place le personnage de Martine, l'environnement est sécurisé. C'est comme si elle se débattait à l'intérieur d'un environnement qui est tellement sécurisé que rien ne peut lui arriver. Et est-ce que cela contribue, c'est ma question, à sécuriser le lecteur et à faire que chacun y trouve refuge? Je crois que c'est aussi une de ses forces, hein, une seconde force, un second élément ou argument, je veux dire, qui consolide dans la durée le personnage de Martine,
c'est effectivement le fait qu'elle évolue en permanence dans un monde extrêmement rassurant. Dans les albums de Martine, il n'y a jamais de problème, ou très très peu, micro-problème là encore. Il n'y a pas de misère, surtout pas, et il n'y a pratiquement aucun danger. Et donc, elle évolue dans un univers qui est absolument sécurisant, très rassurant, et pour elle, et effectivement, comme vous le dites, en corrélation pour le lecteur. Le lecteur retrouve finalement, je pense que le lecteur de Martine retrouve un univers qui ne fait pas peur. En préparant le livre, je suis retombée sur des interviews d'enfants, etc., dans des archives, soit de la Sonuma, de l'INA ou autre. Et ce que disent certains des enfants, c'est ça, Martine, elle ne fait pas peur. Et je vous avouerai que j'ai même, en cherchant des albums qui manquaient à ma collection au début de mon travail, je me suis retrouvée dans un magasin de seconde main, que je ne citerai pas, de livres, et j'ai interrogé une petite fille qui était justement en train de feuilleter un album, et je lui ai demandé si elle connaissait Martine et pourquoi ça lui plaisait. Et elle m'a dit, j'aime bien Martine parce qu'elle ne me fait pas peur. Et donc, ça m'a confortée finalement dans cette hypothèse que j'avais définie assez rapidement d'un univers protégé. Et je crois que le lecteur enfant a aussi besoin de cela. Sans doute pas que de cela dans ses lectures, mais de temps en temps, ça fait du bien de se réfugier dans un univers fictionnel, parce que l'enfant n'est pas idiot, il voit bien que ce sont des histoires et que ce n'est pas la vraie réalité. Et en même temps, il y a des tas d'éléments, puisqu'on est dans des histoires et dans un dessin qui est très réaliste, on a des tas d'éléments à nouveau dans les albums qui peuvent faire penser au lecteur que ce monde pourrait être le sien quelque part. Et c'est un monde idéalisé, bien entendu, mais qui en même temps voilà, participe, je pense, de la formation de l'enfant. Ce qui est curieux dans le prolongement de ce que vous venez de nous indiquer, c'est que entre 1954, le premier album, et 2010, le dernier album, l'environnement sociologique, je dirais, a changé. Et pourtant, on peut relire les albums de 54 sans être, je dirais, dépaysé par l'environnement, tant il semble être familier et intégré au quotidien de cette petite fille, de sa poupée, de son petit frère, de son petit chien, qui sont toute une série de personnages. On a l'impression que les auteurs, et en particulier Marlier, les déplacent, remodernisent un peu le décor, mais le personnage, les protagonistes ne changent pas. Non, les protagonistes ne changent pas, en effet. Alors, à nouveau, hein, à chaque moment, donc c'est de nouveau très étrange et un peu paradoxal, parce qu'il y a à la fois une évolution de son environnement, de l'environnement de Martine, donc pour s'adapter aux changements, je dirais, matériels, à l'environnement matériel, notamment les intérieurs des maisons évoluent aussi en fonction des modes, les électroménagers. À la fin de la série, elle travaille sur un ordinateur qui est connecté à Internet, ce qui était évidemment impossible à imaginer en 1954. Et de la même manière, dans les albums des années 50-60, il y a des tourne-disques qu'on ne retrouve évidemment plus dans les albums de la fin de la série. Donc il y a quand même une adaptation, je veux dire, aux modes. Elle s'adapte aussi physiquement, elle change de vêtements, elle suit la mode malgré tout à travers le temps. Et pourtant, encore une fois, de manière assez mystérieuse, on se retrouve quand même face à un univers qui peut être attaché au quotidien, au familier. Et c'est pour ça que, quelque part, voilà, j'ai choisi ce sous-titre « Une aventurière du quotidien », parce qu'il y avait de nouveau cette tension entre, c'est un peu, ça a l'air d'être de termes qui pourraient être en opposition, hein, l'aventure et le quotidien, mais Martine arrive à trouver, enfin en tout cas ses créateurs, arrivent à lui donner un environnement qui est à la fois de l'ordre du quotidien, donc du reconnaissable, donc du proche, donc du réaliste, donc du rassurant aussi, tout en étant, voilà, tout en menant des aventures à son échelle. Alors, une des questions que vous posez, sans y répondre, parce que les réponses sont multiples, il n'y a pas une seule réponse, c'est quelle est la sociologie de cette petite fille, de la famille dans laquelle elle vit. Et on observe aussi à nouveau sur ce demi-siècle de 54, plus d'un demi-siècle, qu'au départ, on peut imaginer qu'elle est dans une famille de la bourgeoisie aisée, des golden 60s ou des années de l'après-guerre où tout est nouveau, tout est moderne, tout
tout est tourné vers un monde meilleur. Et Marlier parvient à ce que ça ne se modifie pas au cours des années parce qu'il n'entre dans aucun des questionnements que l'on peut se poser au fil de ces années. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, quand Martine naît, littérairement parlant, elle appartient à la classe aisée, je dirais quand même, de la société. Là aussi, belge ou française, on ne sait pas trop. De nouveau, on est dans une espèce de flou qui augmente la possibilité d'identification. Et elle appartient à cette société qui, comme vous dites, est celle qui surgit après la Deuxième Guerre mondiale, qui est tout entière tournée vers l'avenir, vers le progrès, vers la confiance absolue dans un avenir forcément meilleur, forcément nourri de bien-être, forcément effervescent, forcément plein d'espoir, de promesses, d'enthousiasme. Et je pense que Martine correspond non seulement dans l'univers dans lequel elle grandit, elle évolue, et la famille dans laquelle avec laquelle elle habite, et sa maison, etc. Mais elle aussi est finalement porteuse de cette énergie qui surgit dans l'immédiate après-guerre, où on pense que le monde sera forcément meilleur, mais qu'en plus, la jeunesse qui surgit, les enfants qui naissent, les enfants du baby-boom, comme on les aura appelés plus tard, sont porteurs de cet espoir. Et donc, je pense que quelque part, Martine, en tant que petite fille, qui naît en 54, enfin, qui naît littéralement en 54, elle a à ce moment-là 6, 7 ans, 8 ans, on ne sait pas trop, elle est porteuse justement de cet espoir de toute une société. Et donc, on va prolonger, Marlier va parvenir à prolonger finalement cette énergie qui surgit au moment de ces Golden Sixties, et que Martine incarne très bien. Il va pouvoir le prolonger, mais en même temps, tout en préservant Martine des changements de la société, parce que les années 80, on n'est vraiment plus du tout là-dedans. On est dans le début des premières crises économiques vraiment lourdes de conséquences, et on les traîne encore aujourd'hui, ces conséquences. La désindustrialisation dans nos régions, etc. De tout ça, Martine est complètement préservée. Et pourtant, elle n'est plus, dans les années 80, la petite fille de la classe aisée qu'elle était dans les années 50 et 60. Petit à petit, de nouveau de manière très subtile, les créateurs de Martine arrivent à, je ne dirais pas la déclasser, parce que ce n'était pas tout à fait ce processus-là, je pense, mais en tout cas à flouter davantage les contours de son appartenance socio-économique. Et on arrive à une Martine, finalement, dans les années 80 et 90, qui est beaucoup plus proche d'un lectorat de classe moyenne, très moyenne, en fait. Voilà. Alors, il y a parmi toutes les préoccupations que le monde a connues, le monde en tout cas de l'Europe occidentale et en particulier de pays préservés comme la Belgique ou la France, il y a parmi les problématiques qui ont été, auxquelles ce monde-là a été confronté, il y en a une qui a interpellé Marlier, c'est l'écologie. On voit que depuis le départ, il y a cette intégration de la notion de l'importance de la nature dans le petit personnage, y compris depuis le premier numéro qui était Martine à la ferme, qui était déjà un début. Alors comment est-ce que l'intégration de la dimension préoccupation écologique est entrée au fil des années dans les aventures de Martine? Oui, alors vous faites bien à me poser cette question, parce qu'en effet, je pense que la question du rapport à la nature, et puis après qui se déclinera avec son variant, je dirais plus, variant n'est pas un mot à utiliser pour le moment, mais son variant un peu plus moderne qui est celui de l'écologie, il est présent tout le temps, et il est c'est sans doute la thématique, celle du rapport à la nature et à l'environnement, qui a le plus absorbé les changements sociaux, les changements extérieurs. Donc j'ai dit tout à l'heure que Martine restait globalement très préservée des changements de la société, comme si finalement rien ne pouvait l'atteindre dans son monde idéal. Pas la nature et pas la préoccupation pour la nature. Et donc là, depuis le premier album, comme vous dites, il y a une préoccupation réelle pour
Une interrogation, je dirais, sur comment l'être humain doit-il interagir avec son environnement et en particulier avec la faune et la flore. Et donc cette interrogation-là, elle va jalonner toute la série avec beaucoup d'albums finalement qui ont une thématique soit animalière, soit botanique, je dirais, forte. Donc il y a comme ça beaucoup d'albums qui abordent ces questions-là. Et on a une préoccupation, enfin on a un rapport, l'étude d'un rapport entre l'être humain et la nature qui est d'abord beaucoup plus anthropocentré. Donc, par exemple, quand Martine visite un zoo dans les années 60, on est dans une relation avec l'animal qui est celui de on observe l'animal, mais on ne se préoccupe absolument pas de savoir s'il est bien, pas bien, etc. Et par contre, plus on avance et plus il va y avoir une prise de conscience de plus en plus importante de l'impact que l'être humain peut avoir sur son environnement naturel et en conséquence, surtout encore sur la toute fin de la série, un vrai engagement écologique avec Martine qui, à ce moment-là, décide de protéger la nature de manière très, très active. Donc, il y a vraiment, je trouve que c'est vraiment la thématique qui, elle, va évoluer peut-être le plus sensiblement au cours du temps et qui va être le plus marquée par les changements réels qu'enregistre la société. À l'inverse, autant on a ri de Martine en se disant c'est l'incarnation de la représentation de la femme par rapport à l'homme, la femme au foyer par rapport à l'homme qui travaille. Sa maman est une femme au foyer et son papa est celui qu'on ne voit jamais parce qu'il est trop occupé à travailler. Cette dimension-là ne s'est pas vraiment modifiée au fil des 50 ans. C'est assez étonnant que cette dimension-là ait pu être maintenue et que ça ne la prive pas d'un lectorat d'enfants dont on pourrait penser qu'ils sont plus contestataires par rapport à cette situation-là. Oui, absolument. Donc la question effectivement de la répartition, je dirais, genrée des tâches et des activités et de la place finalement que chacun tient et dans la famille et par extension dans la société évolue relativement peu. Je dirais que peut-être ce qui a permis à Martine, malgré tout, de ne pas rester enfermée dans un carcan trop traditionnaliste au fil du temps, c'est que justement, elle est complètement, depuis le début d'ailleurs, elle est complètement à l'initiative de toutes ces aventures. C'est-à-dire qu'il y a chez elle, malgré tout, même si elle est à certains moments dans une reproduction ou une semi-reproduction d'attitudes plus conservatrices finalement de sa mère, hein, de ce que fait sa mère, malgré tout, je pense qu'il y a un phénomène peut-être de compensation, sans doute inconscient de la part du lecteur, bien entendu, où Martine, finalement, est une petite fille, toujours en mouvement, très énergique et pleine d'initiatives, et des initiatives qui ne sont jamais freinées par rien. C'est ça qui est aussi incroyable, et c'est ça qui, finalement, la rend aussi héroïne et aventurière, c'est qu'elle n'est jamais freinée dans ses initiatives par aucune entrave en fait. Ses parents lui laissent entièrement la liberté de se mouvoir et de faire finalement ce qu'elle veut, d'organiser des goûters d'anniversaire, d'aller au cirque, d'aller à la foire, d'apprendre à rouler à vélo, de faire du cheval, d'apprendre à nager. Enfin, elle a des envies qu'elle exprime et ses parents la laissent faire à condition, bien entendu, de ne pas prendre de risques. Donc, même si elle est relativement autonome, tout est toujours très cadré. Donc, les parents ou en tout cas un autre adulte référent est toujours là comme point peut-être pas de surveillance, mais en tout cas, il est là en sécurité, je dirais. Et donc, Martine, malgré tout, dans ce cadre sécurisé, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Il n'y a aucune limite aussi économique, par exemple. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais elle voyage, elle prend l'avion, elle prend le bateau. Il y a vraiment une totale liberté à tous les égards, finalement. Alors, un des aspects aussi, on ne va pas aborder tous les aspects de votre livre parce qu'ils sont nombreux, ils sont chaque fois très intéressants parce qu'on va chaque fois au fond des choses en citant les albums auxquels vous vous référez. Il y a un élément auquel on ne peut pas échapper qui est le fait que ce personnage
d'apparence tellement lisse, tellement, je dirais presque anodin et quotidien, a fatalement inspiré, par le fait qu'il était connu de tous, des éléments parodiques, des éléments de moquerie, notamment par les déclinaisons des différentes couvertures qui, aujourd'hui, se conjuguent avec le virus, avec les du virus. D'où est-ce que cela vient? Et j'aimerais aussi ici faire référence à un début de chapitre que je ne retrouve plus en feuilletant le livre, qui est celui où vous évoquez un des numéros de Marginal que Jacques de Decker avait souhaité consacrer au mythe et entre autres choses au fait que la Belgique francophone est une productrice de mythes à un degré comparativement à sa population qui est assez élevé. On a cité déjà Maigret dans la liste des héros, mais il y a aussi Tintin, il y a les Schtroumpfs. Alors, en quoi est-ce que Martine s'inscrit dans cette lignée-là des grands mythes que la littérature, en particulier la littérature populaire, a engendré en Belgique francophone? Oui, pour compléter et un tout petit peu nuancer, enfin compléter plus que nuancer en fait ce que vous dites par rapport au numéro de Marginal. Si je me souviens bien, Jacques de Decker écrivait d'ailleurs que souvent ces héros devenus mythiques avaient détenaient une composante graphique très forte. C'était souvent des héros qui étaient liés à une représentation graphique, notamment la bande dessinée, mais pas uniquement. Et donc, effectivement, un des mythes qui est évoqué dans ce numéro de Marginal est Martine, et il est fait sous la forme de la parodie. Alors, pourquoi Martine est-elle à ce point parodiée ? Je pense d'une part parce que, alors il y a plusieurs hypothèses hein, et sans doute interviennent-elles à des degrés divers. Je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse à cette question. D'abord parce que c'est un personnage effectivement très lisse. Et donc les personnages trop parfaits, trop idéaux, sans doute poussent-ils plus facilement à la moquerie. On n'aime pas les personnages trop parfaits. Et donc, on a envie de se moquer d'eux, finalement. Donc, je pense que c'est une des choses qui intervient. Deuxièmement, je pense que ça tient aussi au dessin de Marlier, parce que le dessin de Marlier, justement à cause de cette inscription dans la quotidianité, permet une forte identification. Et donc, il est très plastique. Il peut être adapté à peu près toutes les circonstances. Et donc, on peut interpréter les couvertures des albums de Martine de mille et une façons. Ça laisse vraiment une place très large à l'interprétation, si l'on enlève, bien entendu, ou si l'on s'amuse avec le titre. Et puis, je crois qu'il y a aussi un phénomène d'entraînement, tout simplement. Il y a eu un début de parodie des couvertures de Martine qui en a entraîné d'autres et d'autres et d'autres. Et j'ai l'impression que maintenant, quand il y a un événement de l'actualité dont les internautes ont envie de se saisir, ils se disent « Ah, quelle couverture de Martine je vais bien pouvoir trouver pour parler de tel ou tel sujet ». Et on le voit particulièrement de manière très, très, très accrue actuellement, depuis un an maintenant, dans l'actualité du Covid, parce qu'il y a un tas de couvertures de Martine qui servent à chaque étape. On pourrait presque refaire une histoire de cette année de Covid grâce aux parodies des couvertures de Martine uniquement et de voir toute l'évolution qu'il y a eu aussi du discours sur cette pandémie. Donc je pense que ça tient à plusieurs hypothèses. Sans doute y en a-t-il d'autres aussi que l'on pourrait évoquer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet aussi de renouveler finalement la base, je dirais, de connaisseurs de Martine, à tel point que sans doute beaucoup de parodieurs ou de personnes qui apprécient les parodies qu'ils voient défiler sur Internet n'ont sans doute jamais lu Martine eux-mêmes, mais la connaissent. Donc ça permet d'entretenir quelque part aussi le personnage. Voilà. Alors, à cet égard, un dernier aspect, c'est le dernier sur lequel j'aimerais vous entendre, faute de temps, pas faute de... Il y aurait mille choses à vous dire et on vous écoute avec toute la passion que vous mettez à avoir composé ce livre. C'est le fait qu'aujourd'hui, les éditions Casterman déclinent les Martines, les albums originaux, les déclinent en les réactualisant parfois et vous identifiez quelques adaptations de dialogues qui sont très
qui illustre très bien cette volonté de maintenir Martine dans le marché commercial, je dirais, mais aussi en déclinant sous d'autres formes comme des enregistrements sonores, comme des livres d'apprentissage pour les enfants, j'apprends à lire, ou des livres de conseils à partir du personnage de Martine. D'où vient cette continuité? Est-ce qu'elle vient de ce qu'on vient de dire du personnage, ou est-ce qu'il y a un autre élément qui fait que c'est une pérennité commerciale également, ou éditoriale en tout cas? Alors, il faut savoir que Martine, c'est 150 millions d'albums vendus à travers le monde. Ça laisse rêveur, je pense, n'importe quelle maison d'édition aujourd'hui dans le monde. Et j'imagine que malgré tout cet intérêt commercial, il ne passe pas inaperçu pour Casterman. Le fait que Marcel Marlier soit décédé au début de la décennie 2010 et que donc la série s'est arrêtée, le fait que Delahaye, donc le scénariste Gilbert Delahaye, soit décédé plus tôt n'a pas empêché qu'un autre scénariste, qui était d'ailleurs le fils de Marlier, Jean-Louis Marlier, ait repris le scénario, n'a pas empêché donc à ce moment-là que la série continue. Par contre, le décès de Marlier a signifié effectivement la fin de Martine. J'imagine, mais je ne suis pas dans la tête de Casterman ni dans leur décision stratégique, que pour continuer à alimenter, les simples sorties ou rééditions d'albums ne suffisent pas à alimenter le personnage et pas non plus les parodies sur Internet dont on vient de parler, puisque ce n'est pas le même public. Et que donc, ils ont choisi de décliner sur d'autres segments et puis de s'intéresser à des produits intermédiaux, comme on dit, c'est-à-dire, effectivement, il y a aussi des puzzles, il y a des jeux vidéo, il y a des applications pour téléphone, aussi sous la forme de jeux, oui, ça existe aussi. Enfin, là, c'est plutôt Martine qui raconte des histoires, donc les CD, etc. également. Donc, je pense qu'il y a eu une volonté de continuer à maintenir vivant, en fait, le personnage, parce que, jusqu'à présent en tout cas, et je suppose que c'est une décision définitive, Casterman n'a pas fait le choix de confier le dessin à un autre dessinateur. Vous savez qu'en bande dessinée, c'est très fréquent que l'on continue à faire vivre, à faire publier de nouveaux albums, alors même que soit le scénariste, soit le dessinateur, soit même les deux, sont décédés. Visiblement, pour Martine, ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel des choses, ça ne l'est pas. Et donc, je pense que c'est une manière de continuer à maintenir vivant, finalement, le personnage et du coup, d'alimenter la production des albums et des rééditions, avec les adaptations, effectivement, auxquelles vous avez fait référence également. Très bien. Eh bien, Laurence Boudard, je suis persuadé en plus que la lecture de votre essai, paru aux éditions Les Impressions Nouvelles, va aussi contribuer à recréer une curiosité à l'égard de ce personnage de Martine, ne serait-ce que pour aller retrouver les illustrations que vous évoquez et que vous décrivez très bien. On n'a pas besoin d'avoir la collection complète pour lire votre ouvrage. Je vous remercie infiniment pour cet entretien et puis pour cette plongée qui est aussi une plongée dans l'enfance et pas seulement dans un personnage et dans l'étude d'un personnage, mais aussi dans un demi-siècle d'histoire de notre société, de notre monde occidental. Merci Laurence Boudard pour cet entretien. Merci beaucoup à vous.